Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'une série consacrée à la mécanique quantique. La première capsule traitait, je vais dire, de considérations générales, c'était une introduction. On va essayer de mettre des calculs, des maths maintenant sur ces faits qui étaient présentés de manière intuitive. Allez go, c'est parti. Petite précaution d'usage, hein, je vous ai prévenu, c'est plus mathématique ici. Autant il n'y avait aucun prérequis pour la première capsule, autant ici, on va quand même faire des maths. Maintenant, les maths, j'ai décidé de les restreindre vraiment à un contexte élémentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut connaître? L'algèbre élémentaire, la trigonométrie tout aussi élémentaire, savoir ce que c'est un cosinus, un sinus, bon, avoir quand même une bonne idée de ce que sont les nombres complexes, là on est un cran au-dessus, pouvoir calculer une dérivée partielle et avoir quelques notions de probabilité ainsi que des ondes. Là, on est plus dans le contexte physique pour ce dernier point. Malheureusement, la mécanique quantique, elle a besoin de maths, il n'y a rien à faire. Elle a besoin de maths même assez poussées quand on va plus loin que cette introduction. Donc ici, c'est vraiment un parti pris. J'essaye que ce soit accessible au plus grand nombre. Malgré tout, ces prérequis-là sont incontournables. Alors, vous vous rappelez, hein, on avait terminé la première capsule par cette série de 5 photos où l'hypothèse de Louis de Broglie, le fait que l'électron avait également une nature ondulatoire en plus de sa nature matière assez naturelle, apparaissait dans l'expérience de la double fente de Thomas Young. Donc, comment voit-on ça? Alternance de raies, plus lumineuse, on va dire, plus blanche en tout cas, et plus sombre. Ça signale tout simplement que non seulement à cause de ce phénomène d'interférence dont je vous avais parlé dans la première capsule, eh bien l'électron a une nature ondulatoire, mais en plus, il va y avoir une certaine probabilité de présence. Là où vous voyez des bandes plus claires, ça veut dire qu'il y a eu plus d'impact d'électrons. Et donc les électrons ont privilégié certaines régions de l'espace. Par contre, au niveau des régions plus sombres, il y a moins d'impact, il y a donc moins de chances que l'électron aille dans ces régions-là. Tout ça, chance, probabilité, on va devoir traduire. C'est vraiment l'objectif de cette capsule-ci, c'est de traduire à l'aide de mathématiques. Quoi? La double nature de l'électron, donc matière et onde, et en plus, la probabilité qu'il aille se nicher dans certaines régions de l'espace plutôt que dans d'autres. On a vu que ça passait par la connaissance d'une fonction d'onde. Donc une fonction d'onde va tout simplement avoir des creux là où il n'y a pas beaucoup de chances de rencontrer des électrons et va avoir des sommets là où il y a plus de chances d'avoir des électrons. On va essayer de mettre tout ça en place, c'est l'objectif de cette capsule. Et donc, on va reprendre ici les contributions des trois grands noms de la mécanique quantique du début du XXe siècle. Max Planck, je vous avais dit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il quantifie l'énergie. Plus précisément, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il va mettre en évidence une équation qui est empirique. Donc empirique, ça veut dire tout simplement je veux coller avec l'expérience. Ça ne vient pas d'une théorie quelconque, non, ça veut simplement traduire, enfin simplement, c'est pas si simple que ça, mais traduire une expérience, à savoir le rayonnement du corps noir. Et ce rayonnement du corps noir, il ne peut être expliqué que si E est égal à h nu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? E c'est l'énergie, nu c'est la fréquence. Et là, c'est déjà révolutionnaire parce que vous mettez d'un côté l'énergie qui est plus matière et la fréquence de l'autre côté qui est plus ondulatoire. Ça lie donc les deux mondes, matière et onde, à travers cette équation. Et qu'est-ce qui va lier ces deux mondes-là? C'est la constante H, qui est la constante de Planck. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour que ça colle avec l'expérience, cette constante, elle doit avoir une valeur bien précise qui est de 6,62 fois 10 exposant moins 34. C'est donc excessivement petit. Son unité, c'est joule seconde. Pourquoi? Parce que l'unité de l'énergie, c'est joule.
Et puis il faut compenser là le second exposant -1 de la fréquence pour avoir une équation en dimension qui tienne la route. On trouve parfois cette équation de Max Planck sous une autre forme que vous trouvez ici en bas, à savoir que l'énergie est égale à h bar fois oméga. Alors, oméga, c'est une fréquence aussi, une fréquence angulaire simplement, ce qui veut dire qu'il y a un facteur 2π là qui diffère par rapport à la fréquence nue. C'est pour ça que je vous dis, attention, dans les prérequis, il faut connaître un minimum les ondes. Là, on est en plein dedans. Et la présence de 2π va faire en sorte qu'on va diviser la constante de Planck par 2π pour obtenir une autre constante qu'on va noter h bar. Et c'est celle-là qui réellement va apparaître dans les équations qui vont suivre. Donc c'est de l'ordre de 1,05 fois 10 exposant moins 34 joules seconde, la constante h bar. Et la constante h bar, on l'appelle souvent la constante de Dirac. Pourquoi? Dirac n'a pas grand-chose à voir ici, sinon que pour rendre hommage à cet immense scientifique du XXe siècle, mais là, on y reviendra dans d'autres capsules. Donc, ce sont les premières équations liant l'énergie, matière, aux fréquences, ondes. Louis de Broglie, lui, donc, va postuler, va émettre l'hypothèse que ce qui se passe pour la lumière, la double nature de la lumière, onde et matière, ça peut aussi se transposer au monde de l'électron. Et il va non seulement émettre cette hypothèse qui va être confirmée expérimentalement, mais il va mettre en évidence une longueur d'onde qui va être associée à cet électron qui sera donc momentanément une onde. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Broglie. Alors, comment l'a-t-il mise en évidence? De manière assez simple, finalement, il prend l'équation de Max Planck, E est égal à h nu, il prend la relation d'Einstein, E carré est égal à P carré C carré plus M0 au carré fois C exposant 4. Alors, que sont les intervenants dans cette relation? C, c'est la vitesse de la lumière, M0, c'est la masse au repos de la particule que vous êtes en train d'étudier, et P, c'est l'impulsion, la masse fois la vitesse. Pour la lumière, il se fait que les photons ont une masse au repos qui est nulle, ce qui veut dire que vous n'avez pas le terme M0 carré C4. Il vous reste donc E carré est égal à P carré C carré, et de Broglie prend la racine positive pour dire que l'énergie n'est rien d'autre que le produit de l'impulsion et de la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire que l'impulsion serait donc E divisé par C, algèbre élémentaire. Oui, mais E, c'est h nu. Donc, P sera égal à h nu sur C. Et il va encore chercher une relation des ondes qui nous stipule que la vitesse de la lumière, mais la vitesse en général, c'est tout simplement le produit d'une longueur d'onde par une fréquence. Alors vous avez une fréquence au numérateur et au dénominateur, donc vous ne l'avez plus, ce qui signale que vous avez la deuxième équation du début de la mécanique quantique, P est égal à h sur lambda. Donc, cette fameuse constante de Planck qui intervient aussi et qui va lier le monde matière à travers l'impulsion au monde onde à travers la longueur d'onde. Cette équation-là, elle peut également se transformer pour ne plus considérer la constante de Planck, mais celle de Dirac. Donc, de nouveau, c'est une histoire de 2π. Et on retiendra que l'impulsion est égale à h bar fois k. Donc, k, attention ici, je ne l'ai pas précisé, mais ça me semble clair. Je suis en train, pour simplifier les développements, de considérer le cas unidimensionnel. Normalement, l'impulsion doit être vectorielle, le vecteur d'onde k doit être vectoriel aussi, forcément. Je me limite à une dimension d'espace et je ferai ça tout le long de cette capsule, ce sera plus simple. Alors, ça veut dire qu'il existe donc une relation entre P, impulsion, et lambda, la longueur d'onde, ce qui veut dire que, algèbre élémentaire, on peut définir une longueur d'onde par h divisé par P. Et ce sera la longueur d'onde de l'électron. Alors, pourquoi n'a-t-on pas vu ça avant?
Parce que ça a été confirmé expérimentalement, évidemment. Tout simplement parce que vous avez la constante h au numérateur. Regardez, la constante h, c'est de l'ordre de 10 exposant moins 34. Donc vous avez une longueur d'onde excessivement petite. Le P ne vient pas compenser pour un objet macroscopique. Par exemple, on estime que pour une bille c'est pas forcément grand au niveau du macroscopique, pour une bille on aurait une longueur d'onde de 10 exposant moins 32 mètres. Imaginez, c'est excessivement petit. Tout ça est dû à la constante de Planck. Donc cette longueur d'onde, pour des objets macroscopiques, on ne la voit pas. Et même pour des objets microscopiques, comme l'électron, il fallait l'idée géniale de Louis de Broglie pour pouvoir la mettre en évidence. Alors, je vous ai rappelé ici que Louis de Broglie a également sous-entendu que quelque part il fallait une fonction qu'on a appelée fonction d'onde. Nous allons la noter psi, et dans le contexte d'une dimension spatiale, elle sera fonction de x, cette unique dimension spatiale, et du temps, t. Et puis c'est Erwin Schrödinger qui va avoir une autre idée géniale, c'était vraiment un grand boom au niveau de la physique à cette époque-là, nous n'avions que des génies pratiquement, et lui se dit, bon, moi je connais la théorie des ondes, et je sais notamment qu'il y a des ondes qu'on appelle des ondes planes. Et les ondes planes, elles sont données tout simplement par cette forme que vous voyez, a fois l'exponentielle de moins i, le tout fois oméga t moins kx. On sait ce que sont les intervenants dans cette forme-là. Donc oméga, évidemment, c'est la fréquence angulaire, t, le temps, k, puisque je me limite à une seule dimension spatiale, c'est l'unique composante du vecteur d'onde, et x, c'est l'unique dimension spatiale. Vous avez un a, qui est l'amplitude de l'onde. Donc ça veut dire quoi? Regardez ici sur le petit dessin, vous avez ici des pics et des pics vers le haut et des pics vers le bas. Eh bien, tout simplement, la distance entre la barre horizontale et chacun de ces pics, c'est tout simplement la distance a. Donc c'est l'amplitude ici qui s'exprime en mètres. Donc Erwin Schrödinger prend cette forme-là. Je vous ferai remarquer que la fonction d'onde est complexe. Eh ben oui, exponentielle de moins i fois quelque chose, ça veut dire relation de l'air que vous allez avoir à la fois un cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle, mais également un sinus, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle. Et cosinus et sinus vont être liés à travers la relation de l'air qui signale la multiplication du sinus par l'imaginaire i. Ça n'est pas rien comme implication, nous allons le voir. Pourquoi est-ce qu'Erwin Schrödinger a pris ça plutôt que le cosinus, par exemple? Parce que le cosinus aurait pu bien évidemment traduire l'onde plane aussi. Eh bien, pour des raisons de facilité de calcul. Et nous allons comprendre pourquoi. Mais il y aura un prix à payer. Pour revenir ici à notre fonction onde plane, Erwin Schrödinger prend donc la solution onde plane telle qu'elle, il ne l'a pas modifiée. Ce qu'il fait ensuite, c'est une petite modification, mais qui aura une importance magistrale, en se disant tout simplement, tout ça c'est ondulatoire, solution onde plane. Moi, je vais faire intervenir à la fois l'équation de Max Planck et celle de Louis de Broglie pour faire intervenir, à partir de cette solution onde plane, l'aspect matière. Donc, je vais remplacer oméga par E divisé par h bar, et je vais remplacer K par P divisé par h bar. Cette division par h bar étant présente dans les deux termes, on peut mettre en évidence et vous allez avoir la forme de la fonction d'onde qui est donc l'amplitude A fois l'exponentielle de moins i sur h bar, le tout fois et moins px. Et le plus beau de l'histoire, c'est que ça a été postulé comme solution d'une équation. On va y revenir dans quelques minutes. Donc c'est quand même magnifique, et d'autant plus magnifique qu'il va y avoir des confirmations expérimentales à l'appel. Ici, avant de mettre en évidence une équation, on met en évidence sa solution.
on part de là. La solution est dite connue. Alors, l'air de rien, ça va avoir des implications, ça. Parce que regardez, si vous prenez la fonction d'onde telle qu'elle a été postulée par Schrödinger, eh bien, si vous dérivez cette fonction par rapport au temps, dérivée partielle, pour ça évidemment qu'il faut avoir un minimum de prérequis sur les dérivées partielles, vous allez voir que ça donne en fait moins i divisé par h bar fois e fois la fonction d'onde. Ce qui veut dire que moins i divisé par h bar, on va se le mettre de côté en multipliant la dérivée temporelle par ih bar. Et on aura alors que sur la fonction d'onde, l'énergie agit exactement comme une dérivée partielle temporelle à un i fois h bar près. C'est une règle de première quantification. On dira que l'énergie n'est rien d'autre que ih bar fois la dérivée partielle par rapport au temps. Tout ça est sous-entendu que c'est sur psi. Mais malgré tout, on va remplacer l'énergie par quoi? Par un opérateur. Parce que la dérivée est un opérateur. Il y a une dépendance par rapport au temps, mais il y a également une dépendance par rapport à x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout naturellement, dériver la fonction d'onde par rapport à x. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? I sur h bar fois p. Donc, le i sur h bar, on va se le mettre de côté en multipliant la dérivée par moins i fois h bar. Et on aura alors le fait que P, l'impulsion P agissant sur la fonction d'onde, va en fait agir comme un opérateur qui sera moins i h bar fois la dérivée par rapport à x, dérivée partielle bien évidemment. Et ça va être la deuxième règle de la première quantification. Donc E va être associé à ih bar fois la dérivée par rapport au temps. P va être associé à moins ih bar fois la dérivée par rapport à x. Et il restera alors à voir la position x. Elle aussi, elle va devenir un opérateur, mais un opérateur beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile à manipuler. Si vous agissez avec x sur psi, vous allez juste multiplier la fonction par x. Eh bien, ça va être l'effet de l'opérateur x. Il va simplement multiplier par x les fonctions d'onde, sous-entendues, sur lesquelles il agit. Alors, on va bien retenir ça, ces règles de première quantification, parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre en évidence l'équation qui va être le gros boom de la mécanique quantique. Et la voilà. On la doit évidemment à Schrödinger. Il a la solution de son équation, rappelez-vous. Psi a été postulé, ça vient de la théorie des ondes pleines. Il y a inséré les équations de Max Planck et de Louis de Broglie. Mais alors maintenant, pour avoir son équation, que va-t-il faire? Il va partir tout simplement d'un résultat de la physique classique que l'on connaît, à savoir que l'énergie totale E n'est rien d'autre que la somme de l'énergie cinétique, et l'énergie cinétique c'est P carré sur 2m, et de l'énergie potentielle, qui a priori et en toute généralité dépend de x et de t. Alors, cette équation-là, énergie totale égale à énergie cinétique plus énergie potentielle, il va l'appliquer sur la fonction d'onde. Oui, mais l'énergie appliquée sur la fonction d'onde, c'est ih bar fois la dérivée temporelle de la fonction d'onde. On l'a vu. P carré sur 2m, on a vu que P agissait sur la fonction d'onde pour donner moins ih bar fois la dérivée par rapport à x. C'est P carré ici. Donc nous allons avoir moins i au carré, ça va donner moins. H bar au carré, ça reste h bar au carré. Et la dérivée par rapport à x va devenir la dérivée seconde par rapport à x. Bien sûr, on divisera toujours par 2m puisque P carré est divisé par 2m. Quant à V, ma règle de première quantification, il ne fait ni apparaître E ni P. Il ne fait apparaître que des coordonnées spatio-temporelles. Et ça, les coordonnées spatio-temporelles, elles se contentent de multiplier la fonction d'onde. Donc, vous allez avoir la première forme de l'équation de Schrödinger, celle qui est dite dépendante du temps. Donc, c'est assez remarquable. On a postulé la solution
avant d'avoir l'équation. Ce qui ne veut pas dire que nous n'admettrons pas d'autres solutions. Il y en aura d'autres. Bien sûr qu'il y en aura d'autres que celles du type onde plane. Ça, ce sera réservé à la troisième capsule. Maintenant, ce que je vais résoudre ici comme équation dans la troisième capsule concernera des cas particuliers, le cas où le potentiel ne dépend pas du temps. Et dans ce cas-là, c'est tout simplement la théorie de la séparation des variables, on peut scinder la fonction d'onde en un produit de deux fonctions, une qui ne dépend que de x, qu'on va à nouveau noter psi, et une fonction qui ne dépend que du temps. Et là, en fait, cette factorisation va nous permettre que cette fonction qui ne dépend que du temps soit une exponentielle de moins i sur h bar, le tout fois e fois t. Alors, ça veut dire quoi? Comme c'est une exponentielle, en fait, on va évidemment la dériver par rapport au temps dans le premier membre, mais on va tomber sur quelque chose qui va être proportionnel à psi. Et en fait, ce quelque chose, ce sera tout simplement E. Ce sera donc E psi. Si vous calculez IH bar fois la dérivée temporelle de ce psi de xt que je vous ai mis, automatiquement, ça va nous donner, à la suppression de l'exponentielle temporelle près, ça va nous donner E fois psi. Quant au second membre, eh bien, c'est encore plus simple alors, puisque rien n'agit sur l'exponentielle temporelle. Ce qui veut dire que vous pouvez tout simplement la supprimer. Et vous allez avoir par un petit réarrangement tout à fait élémentaire où nous allons isoler la dérivée seconde, dérivée qui bien sûr a perdu son caractère partiel ici puisque la fonction d'onde ne dépend plus que de x. Vous allez avoir alors la forme encadrée qui est ici, qui est la dérivée seconde de la fonction d'onde plus 2m divisé par h bar carré, le tout fois e moins v, agissant sur psi est égal à 0. L'équation de Schrödinger, indépendante du temps, est là. Et c'est elle que nous allons considérer dans les exercices. Alors, bien sûr, elle est très simplifiée ici puisque vous n'avez pas de dépendance temporelle, vous n'avez pas de dépendance autre que par rapport à l'unique dimension spatiale, ce qui en fait une équation différentielle. C'est beaucoup plus facile à résoudre qu'une équation dérivée partielle, mais malgré tout, vous allez voir que ce n'est pas toujours simple de résoudre cette équation-là. Mais là, je vous donne rendez-vous pour la troisième capsule pour certains exemples. Nous allons résoudre cette équation différentielle. Juste un petit mot. Pourquoi est-ce que psi a été choisi comme exponentielle complexe et pas simplement un cosinus? Eh bien, parce que si vous dérivez, que ce soit par rapport à t ou par rapport à x, un cosinus, vous allez avoir moins sinus. Ce qui veut dire que vous n'allez pas retomber sur la fonction, tout simplement. C'est pour ça qu'Erwin Schrödinger a pris cette fonction complexe. C'est la seule qui, dérivée, vous redonnait, à un facteur près, la fonction de départ. Il n'avait pas le choix. Sinon, il avait plusieurs fonctions d'onde dans une même équation. Il lui fallait une seule fonction d'onde, et automatiquement, ça demande que psi soit cette exponentielle complexe. On n'a pas le choix. Donc, la fonction d'onde, elle sera complexe et ça va avoir de méchantes implications. Notamment celle-ci. Alors, mais avant ça, qu'a fait Schrödinger? Il a tenu compte de la double nature de l'électron. Onde-matière. Clairement, sa solution psi au départ mêle les deux mondes et son équation, forcément, qui a été construite pour que la fonction d'onde soit solution, son équation également reflète la double nature ici des particules de matière. Mais il reste quelque chose, et ça, l'équation de Schrödinger, pour le moment, elle n'en tient pas compte, à savoir l'aspect probabiliste. Où est la probabilité dans l'équation de Schrödinger? Ça n'est pas évident du tout. Et il a fallu attendre un autre Max Born, que vous voyez ici, pour donner une interprétation probabiliste à la solution et à l'équation de Schrödinger. Et qu'a-t-il fait, Max Born? Eh bien, il a défini tout simplement ce qu'il a appelé ce qu'on appelle une densité de probabilité, qui sera tout simplement définie comme les modules
de la fonction d'onde élevée au carré. Et puis la probabilité, elle va se traduire à l'aide d'une intégrale qui va signaler tout simplement la probabilité de trouver la particule dans une région, puisque je me suis limitée à une dimension spatiale, dans une région qui sera l'intervalle x1, x2. Quelle est ma probabilité de trouver ma particule entre x1 et x2? Probabilité qui va dépendre du temps, bien évidemment en général. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il connaît tout simplement les théories probabilistes. Je vous ai mis un petit rappel ici sur la loi normale. La loi normale est associée à cette magnifique gaussienne. Et si vous voulez calculer une probabilité, vous faites quoi? Tout simplement, vous calculez une aire. Vous calculez l'aire de la figure qui a été grisée sur la gaussienne. Et on a évidemment un moyen de le faire. Et un moyen de le faire, de calculer une aire, c'est de calculer une intégrale. Tout simplement. Donc Max Born sait ça, et il se dit, ok, pour calculer une probabilité, je vais donc calculer une intégrale. Et l'intégrale avec des bornes qui seront x1 et x2, ça me signalera la probabilité de trouver ma particule entre x1 et x2. Le souci qu'avait Max Born, et que n'a pas la loi normale, c'est que les probabilités, ça ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. C'est un nombre réel, c'est un nombre positif, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire qu'avec une fonction d'onde complexe, Max Born avait beaucoup de soucis. C'est pour ça qu'il a pris le module au carré. Pourquoi? Parce que le module, c'est un nombre positif et le carré est plus stable que le module tel quel. Donc là, il assurait le caractère positif de la probabilité, ce qui est quand même assez sympathique. Alors, il ne s'est pas contenté de ça, il y a ce qu'on appelle une condition de normalisation, où le carré du module de la fonction d'onde sur tout le domaine sur lequel cette fonction est définie, ici j'ai pris l'axe R, doit être égal à 1. Ah oui, de nouveau, ça vient des théories probabilistes. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Et ça, c'est une traduction tout simplement de cette demande-là. Et ça signale quoi physiquement? Ça signale tout simplement que notre particule doit se trouver quelque part. On ne sait pas où, mais où elle est susceptible de vivre, donc ici sur l'axe des réels, je suis normalement obligée de la trouver. Sinon, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc cette condition de normalisation, elle est tout à fait logique. Le problème, c'est qu'au niveau mathématique, ça va nous valoir pas mal d'ennuis. Eh bien oui, parce que les fonctions de carré intégrable ne sont pas toujours présentes. On va devoir s'inquiéter de ça. Troisième chose que Max Born a mise en évidence, c'est ce qu'on appelle une densité de courant de probabilité. Alors là, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ça vient tout simplement de quelque chose qu'on connaît en électromagnétisme, qu'on appelle donc l'équation de continuité ou conservation de la charge, qui nous signale que tout simplement, une dérivée temporelle de ρ plus une divergence de J doit être égale à 0. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Théorie électromagnétique, donc allez voir si ça n'est pas clair pour vous. Mais grâce à cette équation de continuité, Max Born a pu mettre en évidence une autre densité qu'il appelait de courant de probabilité, et qu'il a dénommé par J, par analogie avec ce qui se passait en électromagnétisme. Et ça, c'est donné, alors je vous passe le calcul, mais c'est donné par ce que vous voyez sous vos yeux émerveillés. Simplement, pour que ce soit clair pour tout le monde, le psi étoilé veut faire référence au nombre complexe conjugué ici. Donc, c'est le complexe conjugué de la fonction d'onde. Qu'est-ce que ça a comme interprétation, cette densité de courant de probabilité? Tout simplement de donner une direction au mouvement de la particule. Si J est positif, on dira que ça va de la gauche vers la droite, et si J est négatif, on dira que ça va de la droite vers la gauche, tout simplement. En tout cas pour les exemples que nous allons voir ensemble.
Cette interprétation probabiliste, alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Merci Max Born quand même, parce qu'il fallait y penser, et surtout, ça a eu des confirmations expérimentales. Mais ça n'a pas fait que des heureux. On en est très très loin. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tout simplement ce qu'on appelle le problème de la mesure. Eh ben oui. Alors vous voyez une onde ici, hein, sur l'image ici à gauche. Là, je quitte tout simplement l'aspect, je vais dire simplement planaire. Je suis dans un espace à 3 dimensions. On a représenté la fonction d'onde donc comme un cône, on va dire, hein, qui traduit la nature ondulatoire de la particule. Bon, nous savons que la particule a donc, que ce soit l'électron ou autre, a une nature ondulatoire. Ce qui veut dire que, vous vous rappelez l'histoire de la double fente, là, quand elle passe par les deux fentes, elle a cette nature ondulatoire, elle passe simultanément par les deux fentes, ce qui amène le phénomène d'interférence. Nous mettons un détecteur. Et patch, elle se comporte comme un électron. Il n'y a plus d'onde qui vaille. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. À savoir que vous avez toute une série de possibilités à travers la nature ondulatoire de la particule, et dès que vous mesurez, la particule perd cette nature ondulatoire, redevient particule, on va dire, et là, il y a une mesure précise. Donc, tant que vous ne mesurez pas, l'électron est onde, ce qui veut dire qu'il peut être un petit peu partout à la fois. En tout cas, il n'a pas une place précise. Il y a plusieurs possibilités. Interprétation probabiliste de Max Born. Telle probabilité d'être là, telle probabilité d'être ici, etc. C'est le caractère ondulatoire. Vous mesurez. Vous mettez un détecteur, vous mesurez. Dès qu'il y a intervention humaine, vous mesurez. Et là, il n'y a plus d'onde. L'onde s'effondre. On dit collapse en anglais. Finalement, j'aime mieux. Voilà, parce que s'effondrer, ça fait un petit peu une peine morale. La fonction d'onde collapse et la nature ondulatoire est partie dans la nature. Pour cet instant précis, l'électron est redevenu électron particule de matière. Vous avez terminé votre mesure, ça redevient une onde, avec un ensemble de probabilités. Bien, cette interprétation-là, qu'on doit donc aller à l'école de Copenhague, comme on l'appelle, ne fait pas que des heureux. Et notamment Einstein, qui n'était pas d'accord du tout avec cette interprétation probabiliste. Pourquoi? La fameuse citation « Dieu ne joue pas au dé ». Pourquoi? Parce que finalement, nous pouvons comprendre ici l'effondrement de la fonction d'onde par un jeu de dés. Eh bien oui, le dé, vous avez 6 possibilités. Vous ne connaissez pas la possibilité qui va émerger. Vous connaissez juste les possibilités et leurs probabilités. Probabilités qui sont évidemment égales dans le cas du dé à 1/6. Donc vous savez que le 1 a 1/6 de chance de sortir, le 2 a 1/6 de chance de sortir, le 3 idem, etc. jusqu'au 6. Vous connaissez l'ensemble des possibilités, vous connaissez leurs probabilités, mais vous ne savez pas ce qui va sortir. Ce n'est qu'au moment où vous mesurez, c'est-à-dire que vous lancez le dé, que vous savez que le dé va, par exemple, tomber sur le 5. C'est le collapse en question, l'effondrement de la fonction d'onde. Vous n'avez plus un ensemble de possibilités, mais une mesure précise. Donc l'ensemble des 6 possibilités du dé s'est effondré, et finalement, vous n'avez plus qu'une seule de ces possibilités-là qui se présente à vous. Et bien sûr, alors à ce moment-là, avec une certitude. Si le dé est tombé sur le 5, c'est une certitude. Il n'y a plus question de probabilité. Finalement, ça revient au même pour la fonction d'onde. C'est comme si elle avait toute une série de possibilités avec des probabilités que l'on peut calculer. Hein, mais merci Max Born. Et puis quand on mesure,
eh bien, on a une mesure précise, et là, il n'est plus question de probabilité, mais de certitude, mais uniquement quand on mesure. Et ça ne veut pas dire que pour une mesure qui aura lieu une seconde après, on va avoir forcément plus de certitude. Ce n'est que quand la mesure est effectuée qu'on est certain. Donc, ça n'enchantait pas Einstein, qui trouvait que, non pas que la mécanique quantique était à jeter, mais qu'elle était incomplète. Cet ensemble de possibilités, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et là, on revient à des questions philosophiques. Est-ce que ça veut dire que c'est nous, surtout les grands noms de la physique, qui n'avons pas été assez loin, que nous avons une théorie incomplète sous nos yeux, ou que finalement il y a des dimensions qui nous sont inaccessibles? Là, de nouveau, on peut s'écharper. Et sous ces dimensions qui nous sont accessibles, on a par exemple la théorie des univers multiples. Bon, c'est une théorie qui contrebalance cette interprétation de Copenhague que finalement tout le monde, ou à peu près tout le monde, accepte, mais avec des pincettes. On ne va pas se cacher qu'ici, c'est vraiment le gros nœud problématique de la mécanique quantique. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais ici, c'est le sommet. Et cette théorie des univers multiples, on la doit à Everett, qui s'est dit finalement, je vais vous expliquer à travers le dé, si le dé a 6 possibilités et que finalement quand je jette mon dé, il y a une seule des 6 possibilités qui se crée, ça veut dire que en fait, il y a d'autres univers où les 5 autres possibilités ont eu lieu. Donc un premier univers qui est le nôtre où le 5 est sorti, un deuxième univers où le 1 est sorti, un troisième univers où le 2 est sorti, etc. Donc chaque fois, il y a des univers pour toutes les autres possibilités. Bon, personnellement, j'ai des doutes. Mais je ne suis pas plus maligne qu'une autre. Je n'ai pas d'explication sur cette histoire d'effondrement de la fonction d'onde. On constate en tout cas que ça fonctionne. Maintenant, philosophiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que nous avons une théorie incomplète? Est-ce que nous avons finalement des dimensions qui nous sont inaccessibles? Toutes les interprétations sont bonnes puisque personne n'en sait rien du tout. Alors bien sûr, je ne peux pas passer le fait d'évoquer ce fameux chat de Schrödinger, que je vous explique en quelques mots. Schrödinger faisait partie des gens qui n'étaient pas heureux de l'interprétation probabiliste de Max Born. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de gens qui se sont opposés à cette interprétation-là, et notamment Einstein et Schrödinger. On n'est pas dans la cour des petits, ici. Et Schrödinger a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne le fait pas concrètement, bien évidemment. Et il s'est dit, bon, vous enfermez un chat dans une boîte hermétique. OK. Et dans cette boîte hermétique, il y a également une fiole de poison, de l'acide cyanhydrique, si je me rappelle bien. Bien, en tout cas, un poison qui, quand il va être libéré, va tuer le chat. Ça, c'est certain. Et quand la fiole va-t-elle être brisée? Tout simplement, il y a un marteau relié avec une ficelle qui va tout simplement briser la fiole dans le cas où un atome est désintégré. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette boîte ici. Il y a un atome radioactif qui va être détecté par un compteur Geiger. Et une fois que cet atome radioactif sera désintégré, le marteau va se mettre en action, le poison va être libéré et le chat va être mort, bien évidemment. Oui, mais nous avons à la fois dans la boîte du micro, avec l'atome radioactif, et du macro, avec le chat. Et la vie du chat dépend du micro. Or, le micro, lui, il va être dans 2 états possibles, désintégré ou pas désintégré. Ce qui veut dire que normalement, le chat serait également dans 2 états possibles. Si l'atome est dans l'état désintégré, le chat sera dans l'état mort, et si l'atome est dans l'état non désintégré, le chat sera dans l'état vivant. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, qui est la mesure, l'intervention humaine, l'atome sera dans les 2 états en même temps, mais le chat aussi, ce qui veut dire qu'il sera à la fois vivant et mort.
Donc ça, c'est une expérience qui, de nouveau, va à l'encontre de l'interprétation probabiliste. Voilà. Mais à défaut de mieux, parce qu'on peut mettre en place des arguments en défaveur de cette interprétation probabiliste, oui, mais on n'a pas mieux, malheureusement, et donc on va devoir s'en contenter. Cet article réglerait en quelque sorte le problème, mais je ne le vois pas, il est réservé à un public averti, mais quelque part ça nous dirait que pour un objet microscopique, il faut attendre énormément de temps avant qu'il y ait un effondrement, tandis que pour un objet macroscopique comme pour nous, on s'effondrerait en permanence en fait. Ça me permet quand même un lien entre le micro et le macro et c'est considéré de manière assez sérieuse actuellement. Alors ici, j'arrive tout doucement à la fin de cette capsule. Je vous ai parlé d'une fonction d'onde. Vous voyez ici un cosinus, c'est la partie réelle de ma solution onde plane. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça. Ici, donc, vous avez que la partie réelle d'une fonction d'onde qui est, ma foi, excessivement simple. Alors, réellement, dans la vraie vie, la fonction d'onde, elle est plus compliquée que ça. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle est complexe. Il n'y a pas qu'une partie réelle. Ce qui veut dire que je ne peux pas représenter à l'aide d'un schéma planaire ma fonction d'onde. Il faut au moins, pour une seule dimension spatiale, que ce soit dans un espace à 3 dimensions. Pourquoi? Parce que vous avez x qui est la variable de votre fonction d'onde, mais comme la fonction d'onde elle est complexe, vous avez deux composantes, la partie réelle et la partie imaginaire. Ce qui veut dire que vous êtes déjà dans un espace 3D. Vous n'êtes pas simplement là avec votre serpent de mer qui fait des ondulations comme le montre l'image du haut. Non, vous êtes plus comme dans l'image ici à gauche où finalement vous avez une ondulation, vous voyez ici en bleu, qui est, elle, planaire, puisque vous avez la partie réelle et la partie imaginaire, mais avec l'axe gris qui représente l'axe des variables x, et bien là, vous avez finalement un aspect 3D. Et l'interprétation de Max Born va tout simplement vous dire, regardez ici, vous prenez chaque fois la distance entre un point de l'axe gris et un point de l'onde bleue. Et bien ça, vous pouvez tout simplement exprimer ça avec une unité de longueur. Plus cette mesure de longueur sera importante et plus la probabilité de trouver votre particule sera importante également. Donc vous voyez ici qu'il y a, dans l'exemple que je vous ai mis, deux parties où finalement l'onde bleue va rejoindre l'axe gris. Et là, ça signale une probabilité nulle de trouver la particule. Par contre, à partir du moment où l'onde bleue s'éloigne de l'axe gris, et plus il s'en éloignera, plus vous aurez alors une distance grande, et donc plus grande sera la probabilité de trouver la particule. Donc ici, la particule, rien qu'en voyant le schéma de la fonction d'onde, on peut dire qu'elle se trouve dans une région de l'espace qui est grosso modo limitée à ceci. Et avec une probabilité plus grande, la probabilité maximale est marquée par la flèche. Ce qui ne veut pas dire que la particule est là. Ce n'est pas parce que la probabilité est plus grande que vous êtes sûr que la particule est là. Non, absolument pas. La probabilité est juste plus grande. C'est tout. Alors, il faut également comprendre que vous quittez l'aspect, là, manifestement, avec l'onde bleue, vous quittez l'aspect bêtement du cosinus ou du sinus. Manifestement, vous n'avez pas là le graphique d'un cosinus ou d'un sinus. Pourquoi? Parce que condition de normalisation. Eh ben oui, si vous prenez une exponentielle de ikx, c'est plutôt mort pour que cette fonction-là soit de carré intégrable sur R. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous multipliez une exponentielle de ikx par son complexe conjugué, exponentielle de moins ikx, vous obtenez 1. Et 1 n'est pas intégrable entre moins l'infini et plus l'infini. Tout simplement, ça diverge.
Donc, vous ne devez pas vous contenter ici d'une seule exponentielle complexe. Il va falloir les additionner. Alors, si vous en additionnez deux, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui se marque. Vous avez une exponentielle complexe et un cosinus. Ça va déjà dans le sens du progrès d'être intégrable. Ce ne l'est pas encore, mais ça va dans le sens du progrès. Et en fait, il va falloir additionner toutes les intégrales complexes pour toutes les valeurs prises par k. Et ça va mener à ce qu'on appelle un paquet d'ondes. Et ce que vous voyez alors avec l'onde bleue, c'est en fait le paquet d'ondes. Et c'est pour ça que vous n'avez pas bêtement l'aspect cosinus ou sinus. Nous avons ici additionné et additionné des exponentielles complexes. Et puis, finalement, je vous ai mis ici plusieurs autres fonctions d'onde. Donc, toujours avec les ondes bleues, ici, toujours l'axe gris qui traduit l'axe des X. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première, ce n'est rien d'autre qu'une autre vue de celle que vous avez vue depuis déjà quelques minutes. On voit que la particule est localisée, plus ou moins quand même. On voit également, puisque vous avez une série de tire-bouchons, on va dire ça comme ça n'a rien de scientifique, mais soit que la particule est en train de bouger, et elle est en train de bouger dans quel sens? Ça, c'est donné par la densité de courant de probabilité, mais on le voit aussi graphiquement. Suivez avec votre doigt la première onde, celle du dessus, et vous allez voir que automatiquement vous êtes, on va dire, dans le sens horaire. Ce qui veut dire que vous allez de gauche à droite. C'est vrai aussi pour la deuxième onde. Simplement ici, comme vous avez plus de tire-bouchons, on va appeler ça comme ça veut dire que l'onde se propage plus vite. Alors, par contre, vous changez de sens pour la troisième onde. Vous voyez bien ici, si vous suivez avec votre doigt, elle va se propager plutôt de la droite vers la gauche. Quant à la quatrième, eh bien, elle est fixe tout simplement puisque vous n'avez pas de tire-bouchon, entre guillemets, il n'y a pas de mouvement de rotation. Alors, tout ça donc est lié dans le sens de propagation au calcul de la densité de courant de probabilité. Donc, je vous ai fait le calcul, mais vous pouvez le vérifier de manière très simple pour les deux types d'exponentielles complexes avec un plus i ou un moins i. Dans le cas du plus i, je vous invite à faire le calcul, vous tombez sur un j qui est positif, et à savoir h bar k divisé par m. Dans le cas du moins i, vous tombez sur un j qui est négatif. C'est la même valeur, mais simplement avec un moins. Et dans le cas plus, ça correspond aux deux premières ondes. Dans le cas moins, ça correspond à la troisième onde. Et il n'y a pas de densité de courant de probabilité dans le cas de la quatrième onde. Donc voilà à quoi ça sert, mais ça sera plus clair quand nous ferons des exemples bien précis. Alors, il me reste ici à conclure, si vous avez compris ce qu'est une fonction d'onde, par des choses qui vont être encore plus claires, évidemment, lors de la troisième capsule. Mais vous pouvez avoir ici, je n'ai représenté que la partie réelle pour m'éviter l'aspect 3D, mais vous pouvez avoir plusieurs sortes de solutions de Schrödinger. Donc là, clairement, ce que je vous montre, c'est la partie réelle de l'exponentielle complexe. Donc, c'est un cosinus. Qu'est-ce que vous remarquez? Parce que c'est important aussi de remarquer avec le graphique ce qui va se passer. Bien, si vous avez compris ce que je vous ai dit précédemment, la distance entre l'axe horizontal et les pics marque la probabilité, interprétation probabiliste de Max Born, de trouver votre particule. Donc, où l'avez-vous au maximum? Regardez le graphique. En 0, vous avez manifestement une grande chance de trouver votre particule. En 1,5 aussi. Pourquoi? Parce que prenez la distance entre l'axe horizontal et les pics, qu'ils soient dans le sens positif ou dans le sens négatif, vous allez avoir quelque chose de maximal. En 3, de nouveau, il y a moyen de trouver notre particule. En 5 aussi. En 6,2 aussi. Par contre, regardez en 7, regardez en 5,5, regardez en 4. L'onde est en train de couper
l'axe horizontal, ce qui veut dire que la probabilité de trouver la particule là est nulle. Mais on ne sait pas où elle est cette particule. Il y a une incertitude totale sur la position. Est-ce qu'elle est en 0? Est-ce qu'elle est en 1,5? Est-ce qu'elle est en 3? Est-ce qu'elle est en 5? Est-ce qu'elle est en 6,2? Est-ce qu'elle est en 8? Est-ce qu'elle est en 9,5? On n'en sait rien. Elle est complètement délocalisée, cette particule-là. On ne sait pas du tout où elle est. Par contre, ce qu'on sait, de par la régularité de l'onde, regardez ça, elle est hyper régulière, eh bien, vous avez une longueur d'onde qui est connue. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde, c'est tout simplement la distance entre deux sommets. Donc là, elle est parfaitement connue. C'est la même. Regardez, la distance entre chaque sommet consécutif, ici, c'est la même. Mais, équation de De Broglie, la longueur d'onde, elle est liée à l'impulsion. Donc, si vous connaissez la longueur d'onde, vous connaissez l'impulsion. Ah, ben c'est déjà quelque chose, ça. Ça veut dire que si je connais rien du tout sur la position, je connais beaucoup sur l'impulsion. Ben, prenons un autre graphique de fonction d'onde. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose ici. Ça ressemble plus à mes ondes bleues là, de la slide précédente. Hein. Donc, vous n'avez aucun mouvement de rotation là en 0, mais par contre, vous n'avez qu'un sommet. Ce qui veut dire que votre particule, elle est localisée. On ne peut pas dire avec précision, hein, mais en tout cas, il y a une région de l'espace qui est bien délimitée où vous vous dites qu'elle est là. Alors, où dans cet intervalle, on ne sait pas trop, mais on sait qu'elle est là dans cet intervalle. Ce qui veut dire que l'incertitude sur la position, elle est maîtrisée ici. C'est valable aussi pour les échelons 1, 2 et 3. Vous voyez bien que, quels que soient vos graphiques, ils tendent vers 0, en moins l'infini et en plus l'infini. Et même avant ça. Et donc, ça veut dire que notre particule, elle est localisée dans chacun des cas. Oui, mais à contrario, votre longueur d'onde, elle est totalement inconnue. Regardez l'échelon 0 là. Vous n'avez qu'un pic, vous n'avez même pas un deuxième. Donc, elle est quoi la longueur d'onde? On n'en sait rien du tout. Et pour les autres échelons, oui, c'est déjà un petit peu mieux. Mais malgré tout, nous n'avons pas la régularité du premier graphique, celui que vous avez à l'extrême gauche. Ce qui veut dire que vous ne savez pas grand-chose sur la longueur d'onde. Et donc, vous ne savez pas grand-chose sur l'impulsion non plus. Hein, puisque vous savez, équation de De Broglie, que impulsion et longueur d'onde sont reliées. Ce qui signifie qu'il y a une espèce de vase communicant là entre position et impulsion. Plus vous êtes précis sur la position, moins vous l'êtes sur l'impulsion. Et vice-versa, plus vous êtes précis sur l'impulsion, moins vous l'êtes sur la position. Et bien ça, c'est quelque chose, c'est un résultat qui est dû à Heisenberg. Non, pas celui de droite, l'autre, le vrai. Oui, Heisenberg nous a dit c'est la relation d'incertitude et c'est quelque chose qui se voit à travers les fonctions d'onde. C'est important de pouvoir interpréter les graphiques. Hein. Et même avec toutes les contraintes ici que j'ai mises, c'est-à-dire d'avoir une seule dimension spatiale, de finalement représenter uniquement la partie réelle de votre fonction d'onde, parce que c'est la partie réelle qui va mener à travers son carré à l'interprétation probabiliste. Donc rien qu'avec toutes ces limitations-là, on parvient quand même, en lisant les graphiques, à avoir une idée de où est notre particule, si on peut la localiser, quel est son sens de propagation, quelle est son impulsion, si on peut avoir une précision là-dessus. Donc rien qu'avec les graphiques, et ça va avoir une importance dans la capsule suivante, où nous allons faire des exemples bien précis, nous verrons que ces états-là, ces solutions-là portent des noms bien spécifiques et ont des conséquences bien spécifiques aussi. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous pour la capsule suivante et je vous remercie beaucoup pour votre attention.